Et bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Estafador, bienvenue, comment vas-tu? Et merci Pixtolero pour le follow, c'est sympa, salut-toi. Salut Carso, poète à toi aussi. Alors, aujourd'hui on va faire un live un peu spécial. Aujourd'hui on va installer Arch Linux, ou Arch Linux. Vous prononcez comment d'ailleurs, vous? Arch Linux ou Arch Linux? Dites-le moi, ça m'intéresse. Dans tous les cas, donc, pourquoi est-ce que j'installe Arch Linux? C'est pas que j'en ai marre d'Ubuntu, j'ai pas l'installé sur mon PC de travail, parce que je bosse avec ce PC aussi et j'ai pas le temps d'installer Arch Linux dessus. On va l'installer en machine virtuelle du coup. L'intérêt d'installer Arch Linux, c'est que on m'a collé mainteneur du paquet Rival CFG sur le dépôt AUR d'Arch Linux. Et là, j'ai reçu un mail ce matin, ou hier soir, je sais plus, me disant que le paquet est outdated. Et comme j'ai pas de Arch Linux pour tester, en fait c'est pas très facile de mettre à jour en étant sûr de rien casser. Du coup on va installer Arch Linux depuis zéro en fait, from scratch, hein. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait ça, mais on va y arriver je pense. D'ailleurs si j'ai marqué on essaye d'installer Arch Linux aujourd'hui, c'est pas parce que je ne sais pas l'installer, c'est surtout parce que j'ai peur qu'il y ait des petits soucis avec le live. Parce que la dernière fois que j'ai lancé une VM, bon c'était une VM Windows, hein, mais ça a commencé à laguer. On va voir un petit peu ce que ça donne. Arch Linux, hop. On va mettre là, très bien. Type Linux, 64 bits, parfait. En RAM, oh, on peut le mettre bien plus, hein. J'ai combien de RAM? J'ai largement ce qu'il faut au niveau RAM. Du coup, je peux facilement lui mettre 3-4 Go en RAM. 3 Go, ça devrait faire l'affaire. 4 Go, allez. On va être généreux. 4096. Hop, ça lui suffira largement. Zut. 4096. Donc là, on crée une machine virtuelle pour Arch Linux. Si tu arrives pas, je peux te prêter de la puissance. Tu parles de serveur, Carso, du coup? Alors, taille de la mémoire 4 Go, on a dit c'est bon. Disque dur virtuel, voilà. VDI, c'est parfait. Taille dynamique. Bon, on peut bien lui mettre 16 Go au cas où, hein. On sait jamais. Créer, de toute façon, c'est la taille dynamiquement allouée. Alors, créer, on est bon. Ok. Il n'y a plus qu'à lui insérer un CD et on sera bon. Youp. Ok, bon, on verra ça car si jamais ça plante, si jamais j'ai des soucis. Alors, du coup, il vient de me démarrer la VM et il me demande de lui insérer un CD. Et le CD, je l'ai préparé, normalement, il est par là, Arch Linux, voilà. Je l'ai téléchargé juste avant parce que bon, même si ça prend 2 minutes à télécharger avec la fibre, c'est mieux si c'est déjà fait. Alors, pendant qu'il fait ça, voilà, donc là, attendez, là, il nous affiche déjà des trucs. Ça, on va y enlever, ça me gêne. Hop. Alors, Arch Linux, 64, WeSpeak, non, c'est bon. Ouais, celui-là, c'est très bien. Alors, pour installer Arch Linux, du coup, c'est pas comme une distribution Linux classique. Ça s'installe un peu plus manuellement, sauf s'ils ont changé les trucs depuis, hein. Du coup, il nous faut un peu la doc à côté, parce que comme ça fait longtemps que j'en ai pas refait, un peu compliqué si j'ai pas la doc. Donc on va aller chercher la doc pendant qu'on y est. Alors attendez. CTRL N. Voilà, donne-moi un navigateur. Ah, il m'énerve de me foutre les fenêtres n'importe où, c'est un bug, il va vraiment falloir que je corrige ça. Hop, ça en est là. Celui-là on le met là. Allô. Ah, mais c'est pas vrai, décidément. Bon, on va laisser ça comme ça. Du coup, ici on va chercher Arch Linux. Arch Linux. Installation. On va tomber sur le wiki de Arch Linux FR, je pense. Voilà. Installation de base, parfait. Donc, comme je disais, d'habitude quand on installe une distribution Linux, des distributions grand public comme Ubuntu, Fedora ou les autres comme ça, il y a un installateur graphique, on fait clic, clic, clic et c'est bon. Si on installe des distributions un peu plus orientées serveur, un peu plus orientées power user comme Debian, il y a toute une interface en ligne de, enfin tout un tas de, toute une interface en fait en ligne de commande ouais, qui permet de l'installer rapidement et facilement. Arch Linux du coup c'est un peu plus roots dans mes souvenirs. Alors, viens voir ça. Donc on a une installation de base, télécharger l'ISO, ça j'ai fait. Vérifier l'image, intégrité, ça on s'en fout, on l'a déjà fait en vrai. Voilà. Installation de l'ISO sur une clé USB, non parce qu'on peut pas l'installer sur une vraie machine. Disposition du clavier, ça c'est pas forcément con. Là normalement je suis en QWERTY, c'est ça? Ouais c'est ça. Donc on va commencer par taper un load keys. Voilà. Hop. Ah, il veut pas écrire, ça tombe bien, ça commence bien. Ah, j'ai pas de L. Ah, je dois avoir un pavé numérique activé quelque part moi.
J'ai la moitié des touches qui marchent pas, ça va être beau ça. Comment je désactive le pavé numérique sur ce truc? C'est une bonne question. FN quoi? Ah, ça va être relou ça. Si je peux pas taper des touches parce que je suis censé avoir un pavé numérique, on va pas le faire. Pas de pote. Genre le LM. Attendez. Contrôle. Ah, d'accord qu'ici je peux les taper les lettres en question, hein. Oui, oui. Bon. Et ben on commence bien l'installation, dis donc. Je dois avoir un bouton quelque part pour activer un pavé numérique sur ce clavier, mais alors je sais pas où. Ça, c'est le trackpad. Hmm. On commence bien, hein. Je sais pas pourquoi ça fait ça. D'habitude, ça me le fait pas sur les VM, ça en plus, c'est n'importe quoi. Bon. Je vais voir si j'ai pas un autre clavier sinon, mais c'est dingue quand même. Qu'est-ce que j'aurais en clavier ici? J'ai pas de clavier, putain. J'ai que des claviers Bluetooth, ça a pas marché en ligne de commande. Ça risque de tourner court, hein, si on n'arrive pas à faire marcher ça quand même. J'ai peut-être une idée de la dernière chance, attendez. Le temps qu'on change le layout. Hop. Non. J'ai pas un keyboard ici. Screen key, non, ça c'est autre chose. Oh, bah flûte alors, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Y a pas moyen de désactiver ça par là? Machine, écran, entrée, clavier. Envoyer contrôle Del, contrôle break, insert, print screen, alt screen. Vas-y, donne-moi un soft keyboard, vas-y. Ah, il va me donner un keyboard, voilà. On va essayer ça. Ok. Ah. Bah maintenant ça marche. Il a fallu que je lance le keyboard et ça a fonctionné. C'est vraiment n'importe quoi. Si, voilà, j'ai trouvé que le visuel de VirtualBox, du coup. Je savais même pas qu'il y en avait un. Et maintenant que je l'ai activé, ça marche. Du coup, c'est quoi? C'est load keys fr, PC, voilà. Oula. C'est où déjà le. Ah. Je me souviens plus des claviers. Attendez. Ça tombe bien parce qu'il est là en fait. Voilà. On va tricher. C'est en minuscule. Hop. Voilà. Maintenant, je dois être un AZERTY. C'est parfait. C'est déjà mieux. Salut Rebolax, comment tu vas? Moi, je vais bien. Écoute, un petit lundi matin, on fait une petite install d'Arch Linux tranquille. Est-ce que vous voyez bien d'ailleurs la fenêtre d'Arch Linux parce que c'était écrit un peu petit quand même. Je sais pas si je peux fermer ça maintenant que ça marche quand même. C'est une blague. Ah si, ça y est. Je me disais c'est une farce. Non, c'est bon. Si je mets ça comme ça, est-ce que je peux étirer un peu l'écran? Ah merde. Attendez. Hop. Voilà. Voilà. Est-ce que je peux faire écran, étirer, ajuster la fenêtre? Ajuster la fenêtre ou ajuster à la fenêtre? Bonne mise à l'échelle. Oui, oui, permuter. Pas chier. Je peux pas faire ça? Bon, on verra. Ça va tranquille. Eh ben écoute, tant mieux. Oula, 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 oula. Il m'a viré ma fenêtre. Tout va bien se passer. Ah oui, d'accord, c'est carrément j'étire la fenêtre en mode dégueulasse quoi. Et j'ai perdu toute l'interface graphique qu'elle est avec. Et c'est bien. Je découvre des fonctionnalités de VirtualBox que j'aurais peut-être pas voulu, peut-être pas dû toucher. Je ne sais pas comment je ressors de là par contre. J'ai toujours les raccourcis clavier. Comment est-ce que je repasserai en mode Pourquoi tu veux installer Arch Linux? Alors, je vais expliquer ça. Bon, on reste pour l'instant avec la vue étirée, c'est pas grave. Donc c'est que du terminal pour l'instant. Pourquoi j'installe Arch Linux? Alors, il se trouve que je suis mainteneur sur AUR, le dépôt des utilisateurs d'Arch Linux. Je suis mainteneur de mon logiciel Rival CFG parce que par le biais des jeux d'un jeu de pouvoir, on va dire. Non, plus sérieusement, il y a des gens qui avaient fait des paquets et ils m'ont collé co-mainteneur à un moment. Et j'ai fini par me retrouver mainteneur tout court. Et donc du coup c'est moi qui me retrouve à maintenir le paquet pour Arch Linux de Rival CFG. Sauf que je n'ai plus Arch Linux nulle part d'installer. Et donc c'est un peu compliqué de mettre à jour le paquet si je sais pas s'il marche. Voilà. Et comme on m'a flagué le paquet comme étant outdated hier ou ce matin, je sais plus. Et bah je me suis dit qu'on allait installer Arch Linux pour pouvoir faire le paquet. Il est maintenu d'un package qui ne maintient pas. Mainteneur.
Ouais, voilà, je suis devenu mainteneur d'un package que je ne maintiens pas, que je ne maintiens pas, que je vais devoir maintenir du coup maintenant. Surtout qu'en plus, je le recommande dans la doc pour les gens de Arch Linux. Alors voilà. Du coup, on a fait. On vient de mettre les clés, enfin les touches en français. Hop, connexion réseau. Bah ça, c'est vrai, normalement, c'est IPA, on devrait avoir, ça le réseau. Je devrais avoir du réseau, non, normalement. Oui, voilà. On voit qu'ici, il va du réseau. Si je fais ping blog, non, blog, ça marchera pas. Google.fr, je devrais avoir une résolution DNS et tout fonctionne. Parfait. Voilà. Parce que si je ping mon blog, ça marche pas, je bloque les pings. Ça peut prendre 5 minutes, soyez sages, surtout les bots. Ça y est, on peut faire la fête, on va pas se faire gronder. Alors, donc du coup, on a une IP, ça c'est bon. Connexion réseau, on est bon. Mise à jour système. Frank Pacman, puis time date CTL, ok. Ça, apparemment, il veut qu'on mette à jour l'heure. Time date CTL. Oui, ça serait peut-être bien que je mette le reste de la commande. Set NTP true. Alors, ce qu'on vient de faire là, du coup, c'est qu'on vient de lui dire on veut utiliser un serveur NTP pour régler l'heure automatiquement. Donc, c'est-à-dire qu'il va prendre un serveur de temps sur internet et se régler automatiquement dessus, parce qu'en fait, pour vérifier les signatures et tout ça, il aura besoin d'être à la bonne heure. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on nous dit partitionnement. Faut qu'on partitionne après. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a pour faire le partitionnement? J'ai pas besoin de EFI, moi. Je vais partir sur du BIOS, voilà. Est-ce qu'il nous donne la commande qu'on a? Est-ce qu'on va utiliser fdisk à l'ancienne ou est-ce qu'on va on a GP. Non, on doit peut-être avoir partie d'ici. On a partide. Ok, partide. Alors déjà, si on fait un fdisk-l déjà. Pour savoir qu'est-ce qu'on a comme disque. Alors normalement, on voit loop 0 ici. C'est l'image du disque que j'ai chargé. Donc c'est le CD-ROM qu'on a chargé pour l'installation. Et slash dev slash sda, du coup, c'est notre disque dur principal dans lequel on va tout installer. Alors en temps normal, quand on fait une installation sur un PC, surtout pour travailler avec, on essaie de découper l'installation en plusieurs partitions, une partition système, une partition home, voilà, et éventuellement un boot séparé. Et maintenant aussi qu'on a des UEFI dans nos machines, il faut une partition UEFI. Ici, on est dans une VM, c'est un truc jetable entre guillemets qu'on pourra, dont on a besoin temporairement. Donc on va tout installer dans une seule grosse partition, on va pas s'emmerder plus que ça. Donc normalement si je fais fdisk, alors je sais pas, ouais, on va utiliser fdisk parce qu'en fait j'ai en fait partie dans une de commande, je sais plus comment il marche. On va utiliser le bon vieux fdisk, donc fdisk slash dev slash sda, et on va faire ça. Euh... Salut Tyran, comment tu vas? Bienvenue. Donc ici, voilà. Donc ça, c'est vraiment le partid, pas partid, fdisk, c'est vraiment le vieil outil, voilà, qui est toujours là et que je sais me servir au moins. Donc si on fait M pour avoir de l'aide, parce qu'en fait c'est M comme menu, hein, mais bon, j'aurais pu mettre ça plutôt que mettre M comme aide. Donc ici on voit le menu. Alors ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on crée une partition et qu'on lui attribue un type de partition. Donc ici on va faire, déjà on va lui faire créer une table de partition MS-DOS pour que ça marche. Du coup ça va être l'option O qu'on voit là. On voit, ah mais je vais pas vous montrer avec le curseur parce que le curseur il est dans la VM évidemment. Du coup c'est l'option O, voilà. Commande O, create a new DOS with identifier machin. Ok, donc là on est bon. Après on va créer une partition, donc ça c'est normalement ça doit être add, c'est ça. On refait un M parce qu'il m'a masqué le truc. Voilà. Non, le A c'est toggle boot up. Donc c'est P alors je crois. P print the table. Pour l'instant on n'a rien dedans de toute façon. Voilà. Comment on crée une partition? J'ai oublié. Ah du coup depuis le temps. Alors générique. DOS, MISC, print. Je suis sûr qu'il nous en manque une partie en plus là-haut de. Bootable flag, edit, nanana, list, add, new partition, c'est ça. New partition c'est N, logique en fait. Nouvelle partition. Là, il nous demande si on veut une partition primaire ou étendue. Dans notre cas, c'est une primaire. Étendue, c'est quand on veut avoir plus de 4 partitions sur un disque partitionné pour MS-DOS. Voilà, globalement, c'est ça. Donc ici, on va faire une partition primaire. Partition number, bon, on lui met 1, voilà, parce que de toute façon, on ne mettra pas d'autres. Le premier secteur, on lui laisse définir par défaut. 2048, c'est parfait. Il laisse un peu de place au début parce que pour les partitions
Pour les partitions MS-DOS, de toute façon, il y a au moins 512 kilos qui sont pris pour le truc de, enfin le MBR pour le boot. Et quand on a une partition GPT, en réalité, il se trouve que les deux premiers mégas, faut pas les écraser, ils servent à quelque chose. Voilà. Après le dernier secteur, on lui laisse sur la valeur par défaut, c'est-à-dire qu'on va prendre toute la place disponible. Voilà. Et ce qui est pas pratique en plus, c'est qu'on lui parle potentiellement en secteur par défaut aussi. Et on peut mettre sinon une size en précisant une lettre à côté. Donc voilà, là on a créé une partition. Il l'a mis automatiquement de type Linux, on va quand même, mais normalement il faut le définir. Mais là, là normalement ça devrait être bon. Du coup il faut faire write je crois. Attendez, M. Comment est-ce qu'on enregistre avant de quitter? Save and exit, voilà, c'est W pour write. Et voilà. Donc là on a créé la partition en mode vraiment roots. C'est vrai que j'aurais peut-être pu utiliser cfdisk qui était peut-être un peu moins violent. Donc ici si on fait un fdisk-l, j'ai fait n'importe quoi. Fdisk-l, on voit la partition qu'on a créée qui est SDA1, /f SDA1. Mais c'est pas fini parce que là on a juste créé la partition. Donc on lui a dit cette place là c'est pour cette partition là. C'est très bien, mais le souci c'est qu'il faut maintenant formater la partition. Donc c'est une deuxième commande qui s'appelle mkfs.ext4 parce qu'on va faire de l'ext4. Hop, ext4 c'est le format de système de fichiers qui est le plus utilisé sous Linux actuellement. C'est l'équivalent de NTFS pour Windows ou de je sais plus quoi pour Mac, la H je sais plus quoi pour Mac. Voilà, HFS pour Mac. Voilà, voilà. Donc là, on lui dit, on veut formater la partition en ext4. On lui dit quelle partition on veut formater. Donc du coup, ça va être /dev/sda1. Et je crois qu'on peut lui dire -l label pour un label et lui dire genre, on va appeler ça arch. Arch. Voilà. Normalement, il l'a fait. Là, on est bon. On est bon niveau partition. Formatage, voilà, c'est ce qu'il nous disait la suite. Bon, ça, on s'en fiche. Après, il faut qu'on monte là les partitions. Ok, bon, on va faire ça. Donc, contrairement à Windows, pour ceux qui ont l'habitude de Windows, Linux ne fonctionne pas pareil. On n'a pas de C2 points, D2 points, E2 points et compagnie. En fait, on a une seule racine qui est slash. Et après, on peut monter une partition dans n'importe quel dossier vide. Par exemple, si je voulais avoir l'équivalent d'un C2 points sous Windows, je pourrais créer un dossier /C à la racine de mon disque dur, enfin la racine de mes partitions, enfin ouais, de ma partition principale, et monter du coup une seconde partition dans ce truc-là. Voilà, dans ce dossier vide. Donc ici, on a un dossier qui existe qui s'appelle MNT normalement, qui est vide et qui sert à monter des partitions. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire mount /dev/sda, donc on veut SDA1. Donc on veut monter la partition SDA1 dans le dossier /mount /mnt. Voilà, ça c'est fait. Si on fait un ls/mnt cette fois-ci, on voit qu'il y a un dossier lost plus found. Alors, on vient de créer la partition, elle est vide. Mais en fait, dans ext4, il y a un dossier qui s'appelle lost plus found qui sert quand des fichiers sont, enfin quand le disque dur il crash et qu'on a des, enfin, imagine on est en train d'écrire un fichier, on a crashé le PC à ce moment-là. Il a écrit un fichier qui n'a pas été entièrement écrit, etc. Bah, les morceaux qu'il retrouve comme ça, il va les coller là-dedans en fait. Voilà, c'est pour éviter qu'on perde des données dans le cas d'un crash du PC. Donc maintenant qu'on a monté, je suppose qu'on va devoir se taper le début de l'installation. On n'a pas de swap, donc c'est vite vu, on n'a pas de swap on. Si, il nous dit quand même de faire des partitions. Donc on a créé notre partition ici, donc on a monté notre partition dans HMNT. On n'a pas de partition swap, donc ça on s'en fout. Il veut qu'on crée des dossiers dedans. Est-ce qu'on va devoir faire des dossiers? Si vous avez. Ah non, c'est si on a un boot séparé. Donc non, nous c'est pas notre cas, donc ça on s'en fout. On n'a pas de EFI, donc ça on s'en fout aussi. Installation de base du système, voilà. Donc nous on va faire ça. On va aller copier les miroirs dans. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il y a quoi dans ce fichier déjà? Hop. Est-ce qu'on a Vim? Oui, il y en a Vim. Parfait. /etc /pacman.d /mirror list. Ok. Donc ce qu'il nous demande, lui, c'est de éditons le fichier afin que le miroir puisse tester. Finir. Ok. Donc en fait, ils veulent qu'on fasse une copie de ça. Ok. On va faire cp/etc/pacman. C'est au cas où on ferait de la merde, histoire de pas recommencer, enfin de pas perdre les données. Pacman.d ah, j'ai mis deux points. /mirror list, voilà. Et on va faire une copie dans etc
pacman.d slash... Ah, c'est bien qu'ils aient mis ZSH par défaut, je viens de remarquer au passage. Ça, c'est cool. Voilà, on a un fichier backup. On réédite ça, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dedans? Il faut qu'on fasse quoi? Ah non, d'accord, on s'en fout en fait. C'est lui qui va le faire tout seul. Il y a une commande maintenant pour ça. On va faire rank mirrors. Oula, j'ai écrit n'importe quoi. Rank mirrors. Oula, mais il me fait quoi là? Rank mirror n10, ok, pourquoi pas. HTC slash pacman.d slash mirror.list. Command not found. Il me donne des commandes qui n'existent. Ah, mais attends, j'ai fait une erreur, non, c'est pas possible. R-A-N-K-M-I. Il me donne des commandes qui n'existent pas. Bon, on va le faire à la main, hein. On va pas s'emmerder. On va éditer ça à la main. Est-ce qu'il y en a un qui serait chez OVH des fois? Eh ben voilà, on va faire reprendre celui-là. Hop, on va utiliser celui d'OVH. On va pas s'emmerder. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez. Il y a plein de gens qui parlent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Euh... Alors, Carso qui lui dit salut, on dit salut les flozzers maintenant, plus salut les coolos. Ok, d'accord. C'est ma signature, nanana, coolos alors. Ah. La plupart du temps, à présent, on crée un slash disque n, ou alors slash mnt, slash disque 1. Ok, Tyran. Bah là, écoute, j'ai suivi la doc, ils ont dit de monter dans slash mnt. De toute façon, j'ai qu'une seule partition à faire, hein, donc ça va. Là, on est dans l'install. Cette histoire avec Ced, tu la sautes. Quelle histoire avec Ced? J'ai pas vu. Ah, oui, d'accord. Créons tous les miroirs afin que rentre miroir. Ah oui, bah en fait, ça c'était pour décommenter les miroirs, mais nous ils étaient déjà commentés en fait. Ils étaient déjà décommentés, ils commençaient déjà pas par un dièse, tu vois. En fait, ici, si le fichier commençait par un dièse, enfin si la ligne commençait par un dièse, c'était commenté, mais nous ils étaient déjà tous décommentés. Donc en fait, il n'y a pas besoin de faire de sed pour le virer. Et je vais sélectionner juste un seul miroir qui est chez OVH, on espère que ça marche bien. Sinon, on dira que c'est la faute de Carso, parce qu'il bosse chez OVH. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pas à jour, on a vu que ça marchait pas. Ensuite, on fait un packstrap, ça je crois que ça me parle, ça. Packstrap slash mnt base Linux firmware. Donc ça, je suppose, c'est le bazar qu'on veut mettre dans ce dossier-là. Firmware. Et là, normalement, je crois qu'on est en train de faire un shroot. C'est bien ça? Il suffit d'utiliser le script packstrap fourni par un en lui indiquant le dossier correspondant à la racine système, suivi des paquets ou groupes à installer. Voilà, c'est ça. Lui va faire un shroot et commencer à installer les paquets dedans. Alors, packstrap slash mnt base Linux firmware. Ok. Là, il va télécharger et installer. Eric.ovh, je crois que c'est un de mes collègues, ça me dit quelque chose. Ça m'étonnerait pas, ça, Carso. Tu peux lui dire que ce miroir, il marche très bien pour l'instant. On a un bon débit, tout va bien, hein. On dira merci à monsieur Eric de chez OVH pour son dépôt Arch Linux, enfin pour son miroir Arch Linux. Donc voilà, là on est en train d'installer vraiment la base du système dans le répertoire qu'on a monté, donc dans notre futur disque dur. Ça devrait pas être trop long normalement, parce qu'il y en installe pas 15 millions de trucs, et j'ai quand même une bonne connexion, ça aide. J'imagine que ça en ADSL ça prend 3 plombes. Moi j'ai le SSD qui va bien et la fibre qui va bien. Ça marche bien car c'est hosté sur le PCC. Forcément, tu vas pas dire que ça marche mal parce que c'est hosté sur PCC, tu bosses sur le PCC. C'est obligé. Ah là là. Du coup, on va le regarder un petit peu pendant que ça fait ça. Ah putain, j'avais bien activé ce truc-là tout à l'heure. Bon, comment j'enlève ça? Voilà. Arch Linux, AUR, Rival CFG. Voilà, donc là c'est les paquets. Je me suis retrouvé avec deux paquets du coup, j'en ai deux en plus. Ça doit être ça. Il va falloir refaire, non, il va falloir refaire une recherche. Il est où AUR pour Arch Linux? Je vais aller plus vite à le taper, ça continue, hein. Merci Youssef pour le follow. Prends place. Comment tu vas aujourd'hui? Hop. Donc là-bas, ça s'installe. Moi, je voulais AUR tout court. Voilà, il est là. Oh la vache. Tout ça pour trouver AUR. Donc si je tape Rival CFG ici, voilà. Il y a deux paquets, en plus il me les autocomplète.
Il y a Rival CFG tout court qui est là. Donc je me suis retrouvé mainteneur maintenant. Il avait été créé par le mec qui fait la Librad Bag à l'origine. Après, ça, il avait été passé à The Goliath et c'est moi qui me suis retrouvé seul mainteneur depuis. Voilà, voilà. Ah merde, c'est vrai, j'ai pas réactivé les alertes. Attendez. On va passer en mode studio. Faut que je me plante. Ah bah voilà, c'est bon, j'ai réactivé. Voilà, voilà. Comment on enlève ça? Voilà. J'ai réactivé les alertes, c'est vrai que j'avais oublié de les réactiver. Parce que, alors, faut savoir que vendredi, du coup, on a eu un petit problème avec des bots. En plein milieu du live, on s'est retrouvé avec plus de 12 500 bots qui ont follow la chaîne en moins de 2 minutes. Ça a foutu mon navigateur en PLS, comme on était en train de scripter sur les API Twitch, ça a tout foutu en PLS, c'était l'enfer. C'était totalement n'importe quoi. Depuis c'est réglé, hein, grâce à Cabri qui m'a filé un petit script de Commander Route, enfin un petit site de Commander Route, un petit outil. J'ai pu supprimer tous les bots qui avaient follow et voilà, on est revenu à la normale. Il va falloir que tu le builds en auto avec GitHub Action. Il va falloir que je build de quoi avec GitHub Action? Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire, Carso. Pourquoi pas? C'est une idée en fait. J'ai fait pas mal de GitHub Action ces derniers temps. Donc effectivement, ça pourrait être intéressant de générer le package directement depuis GitHub sans que j'ai besoin de refaire à la main. Après, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Sur la version Git, normalement, sur la version -git, parce qu'il y en a deux, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer avant que je sois perdu avec notification. Hop, -git, là il y en a une deuxième de package dont je suis aussi co-mainteneur cette fois-ci sur celui-là. Voilà. Mais c'est moi qui ai fait le dernier bout de package. Le -git, normalement, sauf si je change des trucs dans le logiciel, donc j'ai besoin de plus de dépendance, etc., il n'y a pas besoin de le mettre à jour. Par contre, effectivement, celui-là, il faut le mettre à jour pour chaque version. Et effectivement, on est en 4.2 et là, effectivement, on est peut-être un peu à la bourre. Voilà. On m'a dit il est outdated d'ailleurs. Voilà. Celui-là, il est à jour, c'est normal. Mais celui-là, il est outdated. Effectivement, il va falloir qu'on retravaille ça. Donc, on va s'y mettre. Alors, il a fini de l'autre côté, c'est parfait. Du coup, on en était à installer les paquets de base. Nanana, c'est fait. Alors, par exemple, si vous avez... ok, il faut rajouter des packages. Très bien. On va lui rajouter un petit paquet. On va lui rajouter DHCP, ça me semble pas déconnant, effectivement. Si on veut avoir internet sans trop s'emmerder. En auto-complétion DHCPD, c'est ça? DHCP-CD. Oh là. Voilà. Et DH Client. Voilà. On rajoute ça dedans. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre? J'essaierai bien de rajouter SSH moi aussi, tant qu'à faire. Ça pourra servir. Fail to install package to new root. Là, il veut pas. Il ne doit pas s'appeler comme ça le paquet, on verra plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Salut New Dindinx, comment tu vas aujourd'hui? La forme? En ce lundi? Packstrap Linux Firmware, ça on a fait. Ça on a fait. Configuration système. Il faut générer la table des partitions. Donc attendez. Si on fait gen fstab, le fichier de configuration pardon, fstab, gen fstab-u-p -p/mnt. Donc ça nous donne ça, voilà. Donc nous on a une seule partition, donc ça va vite. C'est beaucoup plus facile. Si je prends sur mon PC, par exemple, je vous fais hop, 4/etc/fstab. Voilà, j'en ai un peu plus moi parce que j'ai une partition root ici, une partition /boot, une partition EFI. Donc voilà, un peu plus de choses. Bonjour Sébi, comment tu vas? Je sais pas si c'est déjà passé sur mes lives, toi Sébi. En tout cas, je suis super content que tu sois venu. J'étais en train de regarder tes vidéos sur Twitch et je me suis dit que tu devais streamer. Et bah oui, effectivement. Alors, pour information, cette semaine, il y aura un peu moins de stream sur la chaîne. Ça va bien et toi? Bah moi ça va, écoute. Toujours la forme, tout va bien. Aujourd'hui, du coup, on stream. Demain, je stream avec Pierre chez Studio Renegade. Mercredi, on stream. Et jeudi, vendredi, il n'y aura pas de stream. Jeudi, je vais au boulot, je serai pas en télétravail, donc je pourrai pas stream. Et vendredi midi, j'ai un rendez-vous, donc je ne peux pas stream non plus. C'est triste, mais voilà. Il y aura que 3 lives aujourd'hui, cette semaine, dont 2 sur la chaîne. Je vous redirai ça en fin de vidéo. Je suis passé en secret. Je suis en vacances forcées. Ah oui, c'est vrai que t'es toujours fermé, du coup, Sébi, avec les histoires de coronavirus là.
Sniff. Ah bon, tu streames pas au bureau? Non, parce que sinon ça veut dire qu'il faut que je gueule dans le bureau où il y aura des gens à côté qui vont parler, ça va être le bordel. Et je peux pas interdire les gens de rentrer dans mon open space, voilà, quand je serai en stream. Et en plus j'aurai un masque comme ça pour que vous compreniez plus rien à ce que je raconte. Voilà. Donc on va éviter. Donc on disait. Donc voilà, la commande gnfstab génère ça. Donc ça après du coup on le redirige dans un fichier parce qu'en fait on va pas le garder comme ça, voilà. Donc ça on y remet dans mnt etc fstab. Voilà. Donc si on regarde un petit peu qu'on fait vim même, allez. Vim slash etc slash mnt slash etc slash fstab. N'hésitez pas si vous avez des questions hein, en cours de route, j'explique tout ce que vous voulez. Voilà, donc on a bien créé le fichier avec les bonnes partitions dedans. De point Q. Et oui, comme tous les VR jusqu'à fin janvier. Ouais, et espérons que ça puisse rouvrir fin janvier, hein, parce que ça commence à devenir chaud cette histoire quand même. Hein. Mode vieux con, effet stab était plus simple de mon temps. En fait, il est pas plus compliqué qu'avant. Hein. En fait, ici, je pourrais très bien marquer. En fait, je pense que tu veux dire à la place de l'UID, avant, tu devais avoir slash dev slash SDA par exemple, c'est ça enfin, slash dev slash SDA 1. C'est ça que tu voulais dire, New Dynamics peut-être. Mais on peut toujours écrire slash dev slash SDA. Le truc, c'est qu'en fait, en fonction, quand on a plusieurs disques durs, on n'est pas forcément assuré qu'à tous les boots, ils soient remis dans le même ordre. Donc c'est potentiellement un problème. Et un autre problème, c'est que si tu rajoutes des partitions au milieu, et bah au prochain boot, peut-être que SDA1, enfin que SDA1 ou SDA je sais pas combien, correspondra plus forcément au même numéro et ça peut poser des soucis. Du coup, en fait, ce genre d'outils-là, et même quand on installe à Ubuntu en graphique et compagnie, ils mettent l'UID du coup du disque, enfin de la partition, qui est unique et comme ça il n'y a pas de risque d'erreur. Mais si on le fait à la main, effectivement, on peut très bien mettre slash dev slash sda1, ça marche quand même, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Puis voilà, on mettait moins de choses à l'époque aussi, c'est pour ça. Donc là, effectivement, il y a les UID parce que c'est plus safe, mais on peut remettre le chemin comme avant. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, voilà, on arrive au moment intéressant. Donc ici, en fait, on va faire un archroute slash mnt. Donc attendez, hop, archroute slash mnt. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ici, on va shroot. Shroot, ça veut dire change route. En fait, on peut voir ça comme slash mnt va devenir notre nouvelle racine et on va exécuter des trucs qui se trouvent dans le shroot maintenant, plus en dehors, et donc on va faire les actions dans le contexte de notre futur disque dur. Voilà. C'est un peu comme des conteneurs avant l'heure, mais en moins verrouillé quand même. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, on est dans notre futur système, donc on est sur notre disque dur d'avant, pas de maintenant. D'ailleurs, si je fais ls slash mnt, normalement, je ne dois plus avoir rien du tout dedans, voilà, parce qu'on est dans le futur disque dur qui lui n'avait rien dedans. C'est un peu une inception de système, voilà, si on veut. Donc là, on a shrouté dedans. Maintenant, on peut faire le setup de la machine basique. Donc, on peut faire vim slash etc slash hostname. Donc là, on va donner un nom à la machine. Ah, j'ai pas vim. Bah oui, forcément, j'ai pas vim. Ok, on va déshroot. On va installer vim quand même dans le shroot parce que sinon, on va être mal barré quand même. Backstrap, paf, voilà, on va installer vim. S'il vous plaît, je veux vim. Voilà. On retourne dans le shroot et cette fois-ci, j'ai vim. Slash etc slash hostname, voilà. Pour un hostname, un echo suffit. Oui, c'est ce qu'ils mettent dans le truc, mais j'aime bien utiliser Vim, moi. J'aime bien utiliser Vim. Comment on va l'appeler cette machine? On va l'appeler ArcTest, je sais pas. Donnez-moi un nom dans la chatroom, allez. Donnez-moi un nom. On va essayer de trouver un nom à cette machine. Hop. Pour l'instant, je regarde un peu la suite. Robert. Eh bah allez, voilà. Carso a décidé, ça s'appellera Robert. La machine s'appelle Robert. Très bien. Pourquoi pas. Donc on a écrit le hostname. Ensuite, faut qu'on aille modifier etc host effectivement slash etc slash host pour lui dire que, enfin pour lui mettre le chemin de localhost c'est toi quoi. Du coup on met 127.0.0.1 localhost. Donc ici on lui explique que localhost c'est lui, voilà parce qu'en fait 127.0.0.1 c'est l'adresse IP locale de la machine quand elle veut se parler à elle-même. Voilà, ça peut sembler bizarre mais c'est comme ça. Et donc généralement on a l'alias localhost qui aide. Et généralement on met aussi le nom de la machine.
Voilà, comme ceci. Donc là, on est bon. T'as dit donner un nom, je vais donner un au pif. Bah oui, mais grâce à toi, elle s'appellera Robert maintenant. Voilà. J'espère que t'es fier. Local machine pour local domaine, on s'en fout. Ensuite, ah voilà, ça c'est le fuseau horaire, donc ça c'est pas mal pour nous. Donc ça se fait qu'un simple lien symbolique, on va lui dire dans quel fuseau horaire on se trouve. D'habitude, toutes ces étapes-là, en fait, on les voit pas parce que s'il y a un installateur graphique qui le fait pour nous. Mais là, du coup, on se tape tout à la main. LN-S, d'ailleurs, j'ai marqué n'importe quoi. Voilà. USR Share, il nous dit c'était où ça? Zone info, Europe, Paris. On met ça dans ETC Local Time, ok. Local Time. On lui donne un petit peu des horaires. Alors, et localos pour local domaine. Ouais, bon, d'accord, je vais le rajouter puisque vous le demandez. Coucou Tyran, c'est du dingue. Ok. Les gens ils se saluent dans le chat, c'est bien ça. J'aime bien les gens sympas. Host name, host, ouais, c'est ça. Allez, on va le marquer. Point localos, point local domaine, c'est ça que tu voulais? Voilà. YIW. Hop, hop. Et on remet un petit coup de Robert tout court. Voilà. Comme ça, c'est bon? Perso, je trouve que c'est bien d'avoir installé un OS entièrement à la main, au moins une fois dans sa vie. Ouais, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses, hein. Arch Linux, franchement, les étudiants d'informatique, je leur recommande d'installer ça au moins une fois. Parce que, bah, en fait, t'apprends plein de choses sur comment fonctionne le système, quels sont les morceaux qui composent ton système, en fait. Et, bah, au moins, t'en ressors avec plus de connaissances, quoi. C'est plutôt pas mal. Après, je dirais pas qu'il faut aller jusqu'à Linux from scratch non plus, mais, enfin, sauf si on a le temps. Mais Linux from scratch, c'est aussi une expérience intéressante, mais voilà, au moins un petit Arch Linux, c'est cool quand même. Pas Gentoo. Pourquoi pas Gentoo aussi, hein, c'est sympa Gentoo aussi. Mais Arch Linux c'est peut-être plus accessible, je dirais, que Gentoo. Ou Gentoo, d'ailleurs, je sais pas comment prononcer. C'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Voilà. OS entièrement à la main, ouais, ça on l'a dit. Dans la vraie vie, je crois pas, mais tu as déjà passé sur mon stream. Puis même mon dernier sub. Ah, voilà. Faut savoir que Tyran il se promène pas mal sur Twitch hein, quand même, hein. Je le croise partout où je vais. Je le croise partout. Donc ici on a écrit, donc on a remis à jour donc du coup notre fichier OTCOS name, voilà. ln-s, ça on l'a fait. Maintenant on génère la locale, ok très bien. Local gen, ça c'est pour toute la partie, voilà. Comme on n'a pas configuré de local, je suppose qu'on n'a pas grand chose. Ok, on va écrire vim slash etc slash local.conf. Donc ça va être la langue de notre terminal en fait. Donc on va écrire langue égale. Euh, hop. Merci Carso pour le bit. Eh oui, ça marche, dis donc. Bah oui, tiens, pourquoi ça marche? Bon, à mon avis, la dernière fois. Alors, je vais réexpliquer rapidement pour ceux qui étaient pas là en début de stream. Salut HS, je t'avais pas vu. Coucou. Ça marche le truc des bits là? Oui, ça marche du coup le truc des bits là. Donc, en début de stream, enfin en fin de stream la dernière fois, on avait fait du coup la partie WebSocket avec les bits et tout ça. Et quand je l'avais mis dans OBS, ça ne fonctionnait pas. Je ne savais pas pourquoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'en fait pas aujourd'hui, ce qui fait que je débug et que je regarde. Et ce qui s'est passé, c'est du coup, c'est qu'à mon avis, ça ne fonctionnait pas parce on avait commencé à se prendre à l'attaque des bots et que le navigateur qui était dans OBS, il devait aussi commencer à être un peu dans les choux. Voilà, voilà. Donc oui, ça marche tout. Voilà. Faut pas que j'oublie que ma caméra est de ce côté-là. Tout fonctionne bien. Et moi, j'ai même les sons, mais vous les avez pas parce que je vous ai pas diffusé le son du desktop. Parce qu'en même temps, j'écoute de la musique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, je disais, oui, on écrit la langue. Donc, nous, c'est frfr.utf8. C'est pas mal, ça. UTF-8. Voilà. Normalement, ça, c'est comme si. Alors, je vérifie la syntaxe quand même. Normalement, c'est ça. Oui, c'est ça. Hop. Et nous, on fait un export langue égale fr. Voilà.
fr fr.utf8, voilà, donc ça c'est la langue de la console. Ensuite, il nous dit, ah oui, on va mettre echo. Alors, on va l'écrire avec echo cette fois-ci. Keymap égale fr, ops, dans, slash etc slash vconsole, virtual console. .conf. Ça va aller. Hop, voilà. Ça, on démarrera en français la prochaine fois, ça sera certainement un peu mieux. Ensuite, créer les RAM disques initiaux. Donc ça, c'est d'accord, ça je vois ce que c'est. Alors, si vous avez des questions, vous n'oubliez pas, hein, il faut demander, j'explique derrière, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Incroyable, salut. Tu récupères même l'émote pour l'animer, pour les bits. Alors, c'est un gif qui est hard-codé, hein, pour l'instant, c'est pas encore l'émote. D'ailleurs, Carso, il a mis une émote de petit chien et on avait l'émote standard de bits. Mais on peut récupérer l'émote, effectivement, et c'est des choses qu'on pourra faire aussi. Des trucs qu'il faudra faire, mais je sais pas si je le ferai directement en live ou pas, parce que ça risque d'être un peu long après, au bout d'un moment. Dans tous les cas, il faut que je me motive et que je me bouge un peu les fesses pour écrire un article sur ce sujet-là. Mais oui, par contre, effectivement, dans les informations qu'on récupère, il y a entre autres le message. Dedans, il y a l'émote, et je crois qu'il y a peut-être bien l'émote aussi qui est listé à côté dans les paramètres qu'on avait. Faut que je regarde le live. J'ai des souvenirs assez flous de vendredi là, avec l'histoire de bot. MK init CPI, init CPIO, ça-p Linux. Ok, donc là on est en train de créer l'image de boot. Alors, quand on boot une distribution Linux récente, et FR n'a pas tous les caractères de la ligne. Pour vconsole, attention. Ah, attends, j'ai raté les trucs. Pour vconsole, attention, car tu spécifies le clavier pour donner la clé si tu as chiffré ton disque. Ouais, alors en fait, là, je vais pas le chiffrer le disque. Alors, ouais, je vais réexpliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il y en a qui sont arrivés entre temps. Déjà, j'explique juste ce que c'est que ça. Donc, quand on démarre un Linux grand public, quand on démarre un Linux sur PC, c'est un peu un truc assez complexe finalement. Et on démarre d'abord un espèce de mini Linux tout petit qui embarque un kernel, des drivers principaux, etc. Qui lui boot la machine, détecte du matériel et commence à faire le démarrage. Et après, il va aller booter le vrai Linux qui est sur la machine. Donc il va shrouter sur le Linux qui est sur le disque dur et démarrer le vrai kernel derrière, etc. Quoi. Donc on a d'abord un mini Linux tout minuscule qui vient là pour pré-booter la machine avant de lancer le vrai Linux derrière. Voilà. Et là, c'est ce qu'on vient de générer du coup avec ça. On a fait un make init cpio, donc le init, c'est juste pour dire que c'est l'image de démarrage. Et cpio, c'est le format de l'archive dans lequel on stocke ce genre d'informations. Voilà, donc après il y a HS qui dit mais je préviens, tu n'arrives pas un jour à déchiffrer ton disque dur à cause de ça, histoire vraie. Je vois l'idée. Alors sur mon disque dur physique, du coup, c'est un Ubuntu de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Là, en fait, je suis dans une machine virtuelle, on va pas chiffrer le disque. En fait, ce qui se passe, c'est que je me suis retrouvé mainteneur en fait de mon package Rival CFG pour Arch Linux, enfin sur AUR. Et il se trouve que on me l'a flagué out of date parce qu'effectivement il est pas à jour. Et maintenant que je suis devenu mainteneur, qu'on m'a collé mainteneur là-dessus, et il va falloir que je le mette à jour. Et du coup, il me faut un Arch Linux pour pouvoir le tester, vérifier que ça fonctionne, etc. Donc du coup, j'ai juste une machine virtuelle avec un Arch Linux, voilà. Donc ici, il n'y aura pas trop de soucis, hein, on va y accéder via une machine virtuelle, donc pas trop, trop dangereux. Voilà pourquoi on installe un Arch Linux aujourd'hui. Et salut Wayne Ross, bienvenue, prends place. Il est mainteneur malgré lui, oui, c'est un peu ça. Alors en plus, le pire, c'est que j'en avais des packages aussi sur Arch Linux à un moment. Et je sais pas ce qu'ils sont devenus, je crois que je devais avoir peut-être Cover Thumbnailer, truc comme ça. Bon, dans le lot, j'en referai sûrement du coup des packages si en moins pour mes logiciels, hein, puisque maintenant que j'aurai un Arch Linux sous la main. C'est VMware pour la virtualisation, pas un QEMU. Non, c'est VirtualBox pour la virtualisation. Voilà. C'est juste un petit VirtualBox, sauf que j'ai activé une option que j'aurais peut-être pas dû activer, qui permettait de déformer la fenêtre, et du coup j'ai plus rien autour. Mais bon, c'est pas grave. Tu es développeur? Oui, je suis entre autres développeur, admin système, Linux, voilà. Admin réseau, tout ça, tout ça. Je fais du développement essentiellement en Python, en JavaScript, en C, aussi un petit peu d'assembleur, du Bash évidemment.
Et je développe sur Linux essentiellement, sur du web et sur Game Boy aussi, voilà. Je développe des jeux Game Boy. Et du coup, j'ai raté un truc. Oui, merci du coup, Whale Ross pour le follow. C'est super sympa. Euh, Carso qui fait parce que vous avez pas le bruit. Oui, effectivement, vous avez pas le bruit, je suis désolé. Quelqu'un de bien en somme. Voilà, merci El Gaoul du coup. Oh, tu baisses dans mon Python. Estime et dans mon Estime, pardon. Python et JS. Mais quoi, Python? C'est trop bien, Python. C'est trop bien, Python. J'adore Python, moi. Et JS, je suis désolé, mais t'as pas tellement d'autres choix pour du web, hein. Côté client, c'est JavaScript ou JavaScript. Ou alors un langage transpilé en JavaScript. Donc côté web, t'as pas tellement le choix. Et bah, justement, les notifications que t'as vues quand quand t'as follow, elle est faite en HTML, CSS, JavaScript, hein. Voilà, parce que c'était le plus simple pour implémenter ça dans OBS en fait. Voilà, puis Python, c'est mon langage de cœur. Celui-là, je l'aime beaucoup, Python. Je fais tout en Python. Et sinon, tu penses quoi du Rust? Ah, bah j'en pense que du bien du Rust. En fait, sur le papier, c'est un langage que je trouve idéal. Un langage bas niveau comme le C, qui permet de faire des choses très optimisées, mais qui règle les problèmes de gestion de mémoire du C. C'est vraiment cool le Rust. Le problème, c'est que j'ai toujours pas trouvé le temps de m'y mettre. J'ai pas de projet pour m'y mettre. Mais le jour où j'arrive à me trouver un projet qui me motive à faire en Rust, et pas de soucis, je fais Rust, hein. Surtout qu'en plus, que je trouve que l'écosystème est super bien foutu, avec Cargo qui gère tout très bien, il y a des standards assez forts autour de tout ça. Donc vraiment, franchement, Rust, je pense que c'est un excellent langage. Voilà. Et j'aimerais bien en faire un jour. C'est pas trop grave de connaître trop de choses. Bah oui, voilà. La syntaxe de Rust, c'est dégueu. Effectivement, la syntaxe, peut-être que. La syntaxe, elle m'attire pas plus que ça au début. Parce qu'il y a des éléments de syntaxe enfin, dans lesquels je ne suis pas habitué. Faudra voir à l'usage que ça donne. Mais pourquoi pas, écoute, moi je vais faire du Rust un ces jours. Cargo gère ça très très bien. Oui, voilà. Je suis totalement d'accord. J'ai quand même fait un Hello World dans Rust, tout ça, pour voir un peu l'écosystème, parce que j'étais curieux. Et effectivement, Cargo, c'est une bombe le machin. Tu fais son petit cargo.toml là, et puis il se démerde tout seul. T'as fait un dossier libre, bah, il comprend, il compile tout seul, il se démerde. Enfin, c'est génial ça. Ça, c'est un truc que je reproche le plus à Go en fait. C'est que le langage en soi, il a pas l'air trop mal. Par contre, bah, ils ont pas fait d'écosystème avec, quoi. Ils ont pas prévu toute la partie gestionnaire de paquets, tout ça, dès le début. Du coup, c'est devenu le bordel et c'est dommage ça. C'est super triste. Salut Electro, comment tu vas? Bonjour Floz et les Flozzers du chat. C'est à cause de toi, hein, les Flozzers, je crois. Après, savoir que Rust est plus lent que du C++. Ah bon? Ça, je serais curieux de voir ça, tiens, pourquoi il serait plus lent? Il y a pas de raison, il devrait être aussi rapide que du C normalement. Après, ça dépend ce que tu fais avec, toujours c'est toujours pareil, hein. Forcément, si tu fais plein d'objets et tout ça, peut-être que c'est plus lent, ouais. JS, ça a l'air intéressant, mais il y a tellement de frameworks, d'évolutions que je sais pas par où commencer. Et bah, Ruben, la semaine dernière notamment, on a fait pas mal de JavaScript sur la chaîne. On a fait ça from scratch, donc sans aucun framework, ni bibliothèque, ni rien du tout. On y allait vraiment à poil, quoi, HTML, CSS, JavaScript pur. Et ça s'est très bien passé, on a réussi à faire tout ce qu'on voulait. Donc ça peut être un bon point de départ, peut-être de regarder le JavaScript pur pour voir comment ça fonctionne. Et après commencer à se mettre des frameworks quand on a besoin de faire des trucs, quoi. Rust c'est un framework. Non, Rust n'est pas un framework, Rust c'est un langage de programmation, du coup, comme le C, comme le Python, comme le Go, comme le JavaScript, tout ça, tout ça. C'est un vrai langage qui a été créé par Mozilla, enfin qui a été soutenu notamment par Mozilla, pour être aussi efficace que du C en théorie, a priori. Donc c'est un langage assez bas niveau, tout ça, mais qui résout les problèmes de gestion de mémoire du C, et donc qui limite les failles de sécurité, les plantages et tout ça. Je vais pas expliquer tous les concepts de Rust maintenant, mais c'est extrêmement intéressant, en tout cas. Voilà. Stop digression 2 secondes, on va essayer de continuer un peu l'installation quand même. On en était à export langue, si je dis pas de conneries. Non, non, on a fait la V console, on a fait ça. Ah, il faut qu'on fasse un mot de passe route, ça peut être pas mal aussi. Alors, je vais vous donner mon mot de passe, attention, hein. Le mot de passe, ça va être AAAA. Non, 3A, AAA. Voilà, ça ira très bien pour la machine virtuelle pour l'instant. Ça fera le taf. Ensuite, installation d'un bootloader. Qu'est-ce qu'on nous dit? 1, 2, 3 soleil, décevant. Oui, mais AAA, c'est plus facile à taper. Puis quand ça marche pas, c'est que t'es en QWERTY, tu tapes QQQ, ça marche quand même. Voilà, pour une machine virtuelle, ça fera totalement le taf, de toute façon, vu ce qu'elle va faire.
Alors, installation d'un bootloader. Afin de pouvoir démarrer, il faut installer un bootloader. Évidemment, c'est dans une autre page du wiki. Nous, on va installer Grub, hein. Voilà, le grand classique. Alors, ça va faire pacman-s grub. Pacman-s grub pour installer Grub. Grub, non. Grub, oui. Hop. Pas Grub. Pourquoi pas Grub? Vas-y, vas-y. Dis-moi qu'est-ce qui te plaît pas avec Grub, HS. Ah, je te conseille Syslinux comme bootloader. J'ai la même technique sauf que je mets un seul caractère A. Ah oui, mais j'ai l'habitude d'en mettre 3 parce que Debian il te dit non si t'en mets moins, je crois. Ça doit être pour ça. Qu'est-ce que tu reproches à Grub du coup, HS? Moi j'ai l'habitude de Grub, mais vas-y, hein, si tu veux qu'on teste autre chose, on peut tester autre chose. C'est trop lourd, il faut un truc pour le configurer. Ouais, mais bon. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Allez, vas-y, on va essayer Syslinux et puis si ça marche pas, ce sera ta faute. Parce que je l'ai jamais utilisé. Pacman-S, 6 Linux. Allez, installe ça. Euh, il te faut un truc là. Non, mais c'est une VM de dev. Autant utiliser systemd pour booter alors. Mais Grub, c'est bien. Alors, Electro, on peut avoir Grub et systemd, hein. En fait, Grub, c'est vraiment le tout début du démarrage. Systemd, après, c'est ce que Grub va exécuter. Enfin, ce que le noyau Linux va exécuter après, quoi. En fait, Grub, il va lancer le noyau Linux. Et le noyau Linux, après, il va lancer systemd, typiquement. Voilà. Why not Lilo? C'est vrai que Lilo, j'ai pas utilisé ça depuis très longtemps. Lilo, la dernière fois que j'ai utilisé ça, ça devait être avec du Mandrake encore à l'époque. Ça s'appelait encore Mandrake. Ça doit commencer à dater un petit peu. C'est Linux, c'est simple, tu installes, tu lances une commande et ça marche. Ok, on va essayer ça, hein. Mais il faut changer la config si ton root n'est pas /dev /sdat3. Pourquoi il faudrait qu'il soit absolument HTTP3? On va voir ça. SysMD pour faire bootloader quoi maintenant. Il peut vraiment faire bootloader aussi SysMD, putain la vache. Avec les UEFI du coup je suppose. Quel enfer. Il me semble que SysMD boot n'a rien à voir avec Grub. D'accord. Oui, en UEFI forcément du coup, ouais. SysMD ça devient vraiment l'enfer ce truc. Il fait beaucoup trop de choses. Alors j'ai rien contre SysMD à l'origine. Par contre, ce que je lui reproche, c'est qu'il fait trop de choses. À vouloir jouer les serveurs DNS, c'est bien qu'il reste dans son rôle d'init en fait. Mais il a mangé du coup init, il a mangé udev, il a mangé le serveur DNS, il a mangé le journal système. Enfin, il bouffe tout ce truc là quoi. Ouais, système D, on dirait Emacs, ouais, c'est un OS à lui entière quoi. Bientôt, on va plus dire je suis sous Linux, on va dire je suis sous système D quoi. Enfin, prends une image de ta VM. Ouais, mais là, il n'y a pas besoin de prendre une image. En fait, j'ai pas encore installé donc. Dans le pire des cas, si ça marche pas, on aura juste à redémarrer, à rushroot, et puis on fera la correction. Donc on a dit qu'on a installé du coup, on a dit syslinux. Du coup on a fait ça. Installation automatique, syslinux install update. Ok, install update -iam, ok, très bien. Ok. Et tu disais qu'il fallait modifier quelque chose. Attendez, il m'a marqué boot flag set sur /dev/sda1. Normalement on est bon là du coup, hein. Tu confirmes HS. Il n'y a rien à modifier s'il me dit que c'est déjà bon. De toute façon, on va vite le savoir, hein. Ah, pendant que tu réponds, je regarde un petit peu où on en était. Après, on démonte et on démarre. Ok. Semble legit, hein. Bon, pour dev, 15 cerveaux, c'est pratique, mais pour installer une VM, c'est comme l'hydre, des têtes ne sont pas toutes d'accord les unes avec les autres. Ton route, c'est quelle partition? C'est SDA1. En fait, j'ai fait une seule et unique partition, parce que comme on est en train de faire une VM de dev, ça sert à rien d'aller séparer les partitions et tout ça, donc du coup, bah voilà. Il y a une seule et unique partition. Si je te fais un fdisk, je sais pas si je peux le faire de fdisk ici, merde. Fdisk-L, et bah oui, si voilà. On a SDA1 et c'est tout. Modifie la config. Alors, elle est où la config? Vas-y. Slash boot. Parce qu'on a fait de config là-dedans. Boot syslinux, syslinux config, ok. Syslinux.cfg. Ok. Qu'est-ce qu'on a du coup là-dedans? Il faut chercher quoi là-dedans?
Ok, d'accord. Effectivement, c'est vraiment hard-codé qu'il veut le 3, quoi. Ok. Il y a juste celui-là, du coup? Ah non, il y en a d'autres aussi. On en a que deux, c'est bon. On est bon là? Normalement, on devrait être bon. Donc si on suit le wiki Arch Linux, maintenant, on a juste à démonter nos partitions, rebooter. Bonjour Unauthorized 401. Comment vas-tu? Tu fais quoi de beau sur Arch? Alors, je vais réexpliquer. Alors, je développe à l'origine des logiciels comme par exemple Rival CFG qui permet de gérer les souris SteelSeries sous Linux, de les configurer. Et on m'a mis mainteneur de ce logiciel sur AUR. Sauf que bah j'ai plus de Arch Linux depuis un petit moment et bah du coup j'ai rien pour tester. Du coup bah, là j'installe Arch Linux en machine virtuelle pour avoir un environnement de dev pour bah, mettre à jour le package de mon logiciel et le remettre et le repêcher dans dans AUR. Voilà. Donc j'installe Arch Linux pour ça. Bah oui, c'est pas comme ton Ubuntu où il est préconfiguré et pété d'un coup. Ouais, ça va, hein. Ubuntu, je sais comment il marche, hein, je casse pas tous les 4 matins. Voilà. Donc là, on a fait toute l'installation de Arch Linux. Normalement, si je fais CTRL D, je sors du. Oula. Non, c'est pas le. Annulé. J'étais pas focus sur sur la bonne fenêtre. Si je fais CTRL D, je sors du chroot. Après, du coup, je fais umount/mnt et on reboot. C'est censé marcher. Allez, qu'est-ce que ça va donner? Alors là, c'est quoi? Je suis sur les. Attends, je suis sur l'image de. Il faut que j'enlève l'image. Alors attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre la machine virtuelle. Éteindre la machine. On va essayer de la redémarrer avec l'interface cette fois. C'est bien long à éteindre une machine virtuelle quand même. Il est pas en train de sauvegarder, il est en train de sauvegarder l'état, hein. Il me faut ça. Qu'est-ce que c'est que cette musique? OMG. J'ai une musique, j'ai l'impression que c'est une parodie d'un truc de métal, quoi. Pardon. Non, il me le redémarre comme ça, hein, cet enfoiré. Putain, je peux pas juste comment je remets le. J'aurais bien aimé avoir l'interface en fait. Bon. Comment on éteint ça? Stop. Je veux éteindre la machine. Fufi. Éteindre la machine. Il est en train de me sauvegarder le state, hein. Tous les coups, hein. Alors, comment est-ce que je reviens avec une fenêtre normale, bordel? Configuration. Je reveux une fenêtre normale, s'il vous plaît. Interface utilisateur. Afficher plein écran. Voilà, je pense que c'est ça. Non, non, c'est pas ça en fait. Je veux juste. Je veux une fenêtre, s'il vous plaît. Comment on remet ça? Putain, mais c'est ouf ça, hein. Coche la case. Celle-là, là? Et en fait, ça, normalement, il l'affiche juste en bas. En fait, la case là, c'est juste pour dire que je la veux en haut, mais. On va devoir faire ça, hein, mais dans ce cas, il faut que j'enlève le disque. Hop. Comment j'éjecte ça? Retirer le disque, voilà. J'essaie de retrouver comment on remet le mode normal là, parce que ça va vite me saouler s'il m'affiche ça comme ça tout le temps. Voilà. Ah voilà, là on est sur le Arch Linux du coup. On démarre. Ça a l'air de booter. On va voir. Je crois que c'est host C. Attends, on va essayer ça. Ce serait bien que ce soit ça. Ah, merci, voilà. Ah, c'est exactement ce que je cherchais, merci. Par contre, j'ai plus de. Ok. Et ma souris, elle revient quand elle veut, non? J'ai beau appuyer sur host, il veut plus la. Hop. Et comment je. Non, mais. Oui. Il veut plus que je sorte de la VM. Il m'a capturé la souris, il veut plus que je sorte. Attends.
Power off même, allez. Tu te calmes, pas Fufi. Je crois qu'il a pas aimé le switch de l'un à l'autre des deux modes. On va attendre qu'il se calme. On le redémarre. Là. Du coup, on redémarre le petit hack Linux. Coucou Robert. Oui, voilà, mais Robert il nous fait un gros caprice, tu vois. Je crois qu'il aime pas son nom, Carso. Il t'avait donné les shortcuts au moment de switch le mode. Oui, il m'avait donné les shortcuts, mais je l'avais pas lu. Voilà. Je l'ai pas lu, honte à moi. Et maintenant je me pose la question. Parce que autant il y en a plein que je connais les raccourcis, mais celui-là je l'avais pas. Voilà. Est-ce que cette fois-ci je peux rentrer? Ok, et ressortir. C'est parfait. Route. Hein. Voilà, ça fonctionne. Ouh, it's a kind of magic. Ouais, voilà, c'est un peu ça. On va lui insérer le périphérique des trucs invités, non? Attendez, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire un snapshot. Voilà. Hop, hop, comment ça marche ce truc-là? J'aime pas la nouvelle interface, moi. Elle est pas très pratique. Prendre en instantané, voilà, on va l'appeler post install. Hop, comme ça on sauvegarde. Si on fait des conneries, on peut revenir en arrière. Sinon, utilise libvirt, je viens de redécouvrir, c'est cool. Ouais, ça va aller. Voilà. Du coup, on va lui installer un périphérique. Insérer les éditions invitées. Il va pas le monter tout seul, hein, je suppose. Comment on monte un CD-ROM déjà sous... J'ai un slash média ou pas ici? Non, il n'y a même pas de média. Et c'est plus simple que VirtualBox. Ouais, mais là j'ai VirtualBox qui marche bien. Alors après, le problème c'est que j'ai Boxys aussi qui permettrait de faire les trucs. Le problème c'est que je peux pas montrer Boxys parce que j'ai des trucs du boulot dedans en fait. Donc bon. Je sais absolument plus comment on monte un CD-ROM. C'est la honte quand même, hein. En même temps, le CD-ROM, je n'ai pas eu dans mon... J'ai plus lecteur CD-ROM dans mon PC depuis un petit paquet de temps. Linux Moon CD-ROM. Moon-T ISO. Ah, voilà, c'est ça. Putain, je me souvenais plus. Ça, Moon, j'étais à peu près sûr. Mais alors, le reste, je me souvenais plus. T ISO 9000, combien? 9960. 9960. Slash MNT slash CD-ROM, il va me le trouver. Il a pas fait auto-complétion, t'es sérieux? Non, parce que j'écris n'importe quoi aussi. 60 slash dev slash CD-ROM. Dans slash MNT, c'est très bien. Une non-type. J'ai fait une faute, c'est ça. 9960. Ou alors il sait pas ce que c'est qu'un CD. Attends, on va essayer de lui monter sans rien lui dire. S'il détecte tout seul, ça pourrait être bien. Source is write protected. Mount, ouais, bah c'est bon, on s'en fout. CD slash MNT. Alors, qu'est-ce qu'on a? Autorun.sh, allez, on va essayer ça. Linux, nanana, try to start manual. Ok, très bien, merci. Run as root, non. VirtualBox. Ça va être lequel? Ça va être le .run. Il va sûrement me râler dessus que j'ai pas les entêtes du noyau aussi. Ah merde, 966. Ah oui, pardon. Ok. J'espère pas dire de conneries. Ouais. Il faut lire le wiki. Bah oui, mais je fais travailler les gens du chat, tu vois. C'est comment dire, c'est collaboratif, tu vois. Le mec il fout rien et du coup, tu sais, il se repose sur les autres. Voilà, si ça marche pas, c'est la faute à HS et puis c'est parce qu'il est pas dit ad hoc assez vite. Voilà. Il lit pas, il jardine. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'il il aime pas qu'il manque des trucs. System is ok. Et ben on va reboot, on va voir si ça marche. Hop. Bah on est pas si mal déjà aujourd'hui là. Non, attendez. J'ai un de ces bordels là. Hop. Euh... Si je fais Pacman-S et SSHD.
Y a pas de SSHD. SSH? Comment il s'appelle OpenSSH? Ouais. Y a le serveur avec là-dedans ou pas? Ouais, ouais, j'ai retrouvé HS, merci. Y a pas de tiret serveur des fois, on va vérifier quand même. Hein. Il semble que sur Linux il installe tout d'un coup. Il y a tout avec, ok. Hop, on va faire vim slash etc slash ssh. Alors on va configurer ssh pour qu'on puisse se connecter avec un mot de passe. Je sais pas si par défaut c'est le cas, on va regarder. Oui. OpenSSH? Comment ils l'ont appelé encore? Y a pas de config du tout de base? Tu ne lis pas? Non, je ne lis pas. Ça va. J'ai pas lu. Honte à moi. Hop, on va faire une recherche ici. Attends. Ça fait très longtemps que je peux dire que Linux d'habitude. J'ai mes habitudes sur Linux, mais là. OpenSSH. SSHD. Mais j'ai essayé. J'ai essayé de faire vim slash etc slash sshd. Il n'y a pas d'autocomplétion. Ça n'existe pas. Tu ne lis pas ta console. Ouais, mais il n'y est pas ce dossier-là. Si je fais ls slash etc, y a rien qui s'appelle SSH là-dedans. Hop. Le package n'est pas installé. Ah merde, j'ai pas lu alors dans ce cas. Attends, j'ai fait une bêtise, c'est ça. Pacman-s. Ah oui, d'accord, t'as raison. Ah, mais j'ai pas internet, c'est ça? Ah bah oui. Oui, je ne lis pas ma console. Mais en live, c'est pas facile. À part pour l'installation, je te conseille de prendre le wiki anglophone. Ouais, après, en fait, là, je t'avoue que je suis allé sur le premier wiki que j'ai trouvé niveau résultat. Effectivement, d'habitude, j'utilisais plutôt le wiki anglophone, mais. Du coup, on va faire DH client sur. Comment il s'appelle? Il a dit voilà. ENP0S3. C'est non à la con si j'aime pas. Ok, c'est mieux. OpenSSH. Ça devrait se passer mieux cette fois. Voilà. Ça m'apprendra à pas lire la console. Euh... Salut, est-ce qu'on peut considérer que les streams de coding sur Twitch, c'est une forme. Ah, j'ai perdu la ligne. Et une forme de sous-traitance offshore de développement? C'est peut-être ça, hein, je sais pas. Ouais, perso, je lui envoie la facture en fin de live. Pour l'instant, c'est plutôt toi qui me donne des sous, Carso. Parce que tu m'as offert encore un bit. Si tu installes DHCPD, oui, voilà, c'est ça. J'avais pas les internets. Du coup, cette fois-ci, je peux faire vim slash etc slash sshd sshd. Parfait. Du coup, j'ai qu'un compte route ici, donc on va faire. Normalement, il y a un permis de route login quelque part. Permit. Il est où? Ah! S'il y est pas, c'est que par défaut c'est autorisé, hein, on va dire. Route Ah oui! Permit route login. Voilà, c'est ça. Voilà. Je suis perdu. Without password. Hop. Permit route login. Hop. Et les valeurs autorisées, du coup, je me souviens plus. Euh... Vite et connexion route. Nanana. Donc si je mets juste yes, ça devrait être bon. Ouais, c'est ça. Hop. Système. C'est pas système CTL, si. C'est pas un système D ici, hein. Restart SSH. D. Voilà. IP. Ah, du coup, j'ai quoi comme IP ici? Hop. On va ouvrir un terminal. Alors, on va faire SSH route at 10.0.10.0.2.15. Est-ce que ça va marcher ou est-ce que je peux pas me connecter? Ça va pas marcher, je le sais. Je sais que ça va pas marcher, je sais pourquoi. Il faut lire le chat! Oui, oui, désolé. Mais c'est dur de se concentrer sur tout en même temps, tu sais.
Ça marche pas, mais c'est normal en fait. Attention par défaut, ton serveur SSH n'est ni lancé ni activé. Mais j'ai fait restart. Si je fais status. Tu vois, il est là. Mais à mon avis, c'est pas pour ça la raison pour laquelle ça marche pas. On va faire Alt. Attendez. Hop. Alors, j'aimerais bien avoir 20 cerveaux qui m'aident quand je bloque sur un sujet. Mais c'est pas mal, c'est aussi pas mal de distraction, effectivement. C'est bien parce que du coup, des fois, t'en as un qui te fait là, t'as écrit n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et puis le problème, c'est qu'aussi tu passes du temps à discuter un peu avec les gens, tout ça, et donc du coup, t'avances aussi moins vite. Et j'aurais dû faire un power off parce qu'il va jamais me l'éteindre la machine. Éteindre la machine. Hop, ça suffit. On a dit stop. En fait, l'erreur elle vient de là. En fait, si j'ai pas de SSH, c'est parce que. Hop, configuration. C'est parce que j'ai pas mis le bon network en fait ici. Réseau. Voilà, là je suis en NAT. Il faut que je fasse réseau interne, je crois, ou réseau privé haute. Faut que j'en rajoute un autre en tout cas. On va faire un adaptateur 2. Hop. On va mettre réseau privé haute. Voilà, comme ça je peux discuter avec l'autre normalement. Là ça devrait être bon. Hop, et on redémarre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bonjour tout le monde. Bah bonjour, bonjour mon Mothink. Mothinks, j'espère. Tu n'aurais pas dû changer le bootloader, facile à dire. Facile à dire pour un viewer. Bon, il est très bien le bootloader par défaut, enfin, qui nous a fait mettre, hein, ça marche, le but c'est juste que ça fonctionne rapidement, hein. Le sujet m'intéresse, j'ai envie de passer à la vitesse supérieure et de jeter Pop OS pour Arc. Mais non, faut que je donne accès par pont, ça aurait bridgé sur ton réseau local. Oui, bah c'est très bien le réseau interne. Du coup, bah Montix, bah bienvenue. Effectivement, bah, là on vient de finir l'installation de Arc Linux en fait. Hop, juste regarder route, route, voilà, système CTL, oups, CTL status SSH, c'est ça, c'est coupé par défaut, hein. SSHD, t'as dit? Ouais. Enable SSHD du coup, voilà. Et du coup, start SSHD, ça sera bien. Voilà. Alors, on n'a pas d'IP, alors on fait juste un IP, non, un DH client. DH client sur bah, DH client tout court d'ailleurs. Ok, donc là on a bien des IP sur les deux. Et donc l'IP qui m'intéresse cette fois-ci, ça va être la deuxième. Et merci Lakitux pour le follow. C'est super sympa. Bienvenue, prends place. Donc l'IP qu'on a du coup, ça va être 192.168.56.105. Yes. Et voilà, on est en SSH, c'est beaucoup mieux déjà. Hop. Ouais, ça vous l'avez pas la musique vous. Hop. Ça marche, yippee. Oui, c'est pas comme Ubuntu qui t'active les services par défaut, on a pas besoin. Alors ça, pour le coup, HS, c'est même pas Ubuntu, c'est Debian en fait, hein. Dans Debian, c'est les mêmes comportements. Et Ubuntu, comme il dérive de Debian, et ben, effectivement, on a le comportement du on installe un démon, il est en démarrage automatique. D'un côté, ça se tient, parce que si t'installes SSHD, c'est que tu veux qu'il se lance. D'un autre côté, effectivement, il y a des fois où c'est chiant. Par exemple, je me souviens quand j'installais Sourbraton Server, qui est un serveur de jeux vidéo, il me le fout au démarrage, effectivement, et ça me faisait chier chaque fois que je le redésactive, quoi. À chaque fois que je l'avais installé, il fallait que je pense à le désactiver au démarrage parce que je voulais pas démarrer sur Braton à chaque fois quoi. Ça c'est des avantages et des inconvénients. Bon voilà. Après, Debian et Arch Linux et Ubuntu sont plus, comment on va dire, plus prise en main directe, tu vois. Enfin, c'était plus grand public, on va dire. Arch Linux c'est déjà plus pour des gens qui s'y connaissent un peu plus. Voilà. Et oui, mais alors, effectivement, tu me dis, si tu veux OpenSSH, c'est pour son client et non son serveur. C'est vrai, sur Arch Linux, les deux sont dans le même paquet. Sur Ubuntu et sur Debian, OpenSSH-serveur et OpenSSH sont dans deux paquets différents, en fait. Du coup, si tu installes OpenSSH serveur, c'est que tu veux le serveur. Voilà. Donc, ça se tient quand même qu'il démarre automatiquement. Mais effectivement, sur Arch Linux, c'est un seul paquet, du coup, il faut mieux pas que ça soit. On en avance pour vendredi. Comment ça, on avance pour vendredi?
On est en avance pour vendredi. J'aime pas la philosophie CentOS qui active pas par défaut. Ah bon bah ça après, hein, qu'est-ce que je te dise. Pour Trolldy, ah oula oui pardon. Je suis pas en forme. Je suis un peu perdu. Donc, alors je vois l'heure qu'il est. On a bien avancé. On n'aura pas trop le temps de faire des trucs en plus aujourd'hui. Je reprends le boulot à 14h et en plus j'ai une réunion à 14h pile, donc je peux même pas être en retard. Donc on va aller raid quelque part. Donc je vous rappelle pour la suite de la semaine, comment ça va se passer. Demain, on fait du développement Game Boy avec Pierre Ségalen sur la chaîne Studio Renegade. Sauf oubli de ma part, je penserai zut, à hoster la chaîne Studio Renegade sur cette chaîne-là, pour pas que vous perdiez ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Carso? J'ai pas vu. Il y a eu un bot, c'est ça? Donc voilà, demain, développement Game Boy chez Studio Renegade de 13h à 14h, voire 14h10, hein, des fois on a un peu de retard, ça dépend si y a un live derrière, j'ai pas regardé. D'ailleurs, on peut la regarder ça tout de suite d'ailleurs, ça pourrait être une bonne idée. Hop, studiorenegade.fr, agenda, voilà. Bah, il y a personne derrière, donc potentiellement qu'on débordera de 10 minutes comme d'hab. Donc voilà, demain, donc live sur le développement Game Boy chez Studio Renegade. Mercredi, bah, on refait un live, je sais pas trop sur quoi, je sais pas si on fera du Arc Linux pour faire un package pour Rival CFG, enfin pour retravailler le package, je sais pas si on fera du développement sur Rival CFG, on verra ça, on verra ce qu'on fait, on a peut-être du reverse engineering à faire, donc je sais pas quand est-ce qu'on va le faire. On va peut-être rester sur Arc Linux pour cette semaine parce que de toute façon elle va être courte. Jeudi, pas de live parce que je suis pas en télétravail. Et vendredi, j'ai un rendez-vous donc pas de live non plus pour l'instant. Sauf si mon rendez-vous saute et dans ce cas-là, on fera live. Voilà, voilà. Ne bougez pas, du coup on va aller raid. Je sais pas qui on va raid, mais on va aller voir. Et ben on parlait de Studio Renegade, on risque d'aller. Ben, on va aller voir Studio Renegade en fait. On va pas s'embêter. Hop. Alors, paf paf paf, Studio Renegade. Est-ce qu'il est encore en live? Parce que je dis ça, mais ça se trouve il est plus là au moment où je. Non, si c'est bon. Hop. Voilà, du coup, eh ben merci d'être venu sur le live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a le Discord dans la description, vous pouvez le rejoindre et ça sera cool. Vous pouvez me poser vos questions sur Discord. J'ai créé une chaîne YouTube aussi, elle date de ce week-end, dans laquelle j'ai uploadé les vidéos, les replays des lives. Il me reste encore 4 vidéos de la semaine dernière à uploader, et celle d'aujourd'hui du coup. Normalement je fais tout ça ce soir, et donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci Carso pour les liens, c'est super sympa. Voilà, il y a tout dans la description. De toute façon, il y a un gros bouton YouTube pour aller sur YouTube, un gros bouton Discord pour aller sur Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre, à suivre la chaîne, que ce soit sur YouTube ou ici, à me suivre sur Twitter pour rien rater, tout ça, enfin vous connaissez. Voilà, allez, on pile en raid. Salut!